Bonsoir et bienvenue. Le mardi 15 mai dernier s'est ouvert la 76e édition du Festival international du film de Cannes. Un très grand festival et le troisième événement le plus médiatisé au monde après la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Il m'était impossible de ne pas aborder ce festival. Je dis bien aborder car il faudrait un documentaire entier pour en parler en long et en large. Grâce à cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'histoire de ce festival et ses différentes évolutions qui ont fait le festival tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je vous propose un retour aux origines. Considéré comme un des grands festivals avec le Festival de Venise, la Mostra, le Festival de Berlin, la Berlinale et le Festival international du film de Toronto, Cannes n'est pas le premier festival international qui ait existé. Le festival ayant eu une telle primeur est la Mostra de Venise. La Mostra est la section cinéma de la Biennale de Venise, une manifestation d'art contemporain qui a vu le jour en 1895, même année que le cinématographe des Frères Lumière. Le 6 août 1932, le premier film de la Mostra est projeté. Il s'agissait d'une adaptation du Dr Jekyll et Mr Hyde par Rouben Mamoulian. Cette édition de la Mostra, qu'on appelait alors la première exposition internationale d'art cinématographique, se terminera le 21 août. Le succès est au rendez-vous, car les cinéastes et les vedettes du monde entier viendront à cet événement. Il faudra attendre 1934 pour découvrir la seconde édition, suivant ainsi le modèle de la Biennale, une fois tous les 2 ans. Et cette année 1934 va voir apparaître des innovations. L'une d'entre elles est de créer une compétition pour le meilleur film italien et pour le meilleur film international. Le prix le plus prestigieux d'alors est la coupe Mussolini. Oui, comme Benito Mussolini, une autre époque. Pour l'anecdote, les autres prix s'appelaient les grandes médailles d'or de l'Association nationale fasciste du spectacle. Ouais. Qui plus est, il n'existait pas encore de jury. Ceux qui décidaient des prix étaient alors les organisateurs du festival. La troisième édition aura finalement lieu en 1935 et entamera un nouveau cycle annuel au vu du succès du festival. Lors de la quatrième édition, donc en 1936, les prix seront décernés par un jury international. Mais 7 membres sur 12 sont italiens. Puis en 1938, rien ne va plus. Le gouvernement impose 2 films au jury, à savoir Luciano Serra, pilote de Goffredo Alessandrini pour le meilleur film italien, et Les Dieux du stade de Leni Riefenstahl pour le meilleur film international. 2 films de propagande ouvertement fascistes. Pendant cette édition plus que controversée, il y a un diplomate français présent, Philippe Erlanger, qui décide pendant son chemin du retour d'organiser une manifestation en remplacement de la Mostra. Une manifestation pour endiguer la propagation de la doctrine fasciste de l'axe Berlin-Rome et pour donner au monde un festival libre, sans pression ni contrainte. C'est dans cette dynamique-là et pour contrer la Mostra de Venise que le premier festival international du film en France fut créé. L'objectif est de faire une première édition rivalisant avec la Mostra et de débuter celle-ci lorsque la Mostra se termine. Philippe Erlanger s'associe au gouvernement français pour créer un tel événement en seulement 1 an. 3 villes sont en lice pour accueillir le premier festival international du film, à savoir Biarritz, Nice, et c'est finalement Cannes qui l'emporte, car on la compare à la Californie, sûrement pour le soleil et les palmiers, mais aussi car le casino municipal possède une salle de spectacle pouvant accueillir jusqu'à 800 spectateurs et que la municipalité est prête à mettre des fonds pour l'événement. Car rappelons-le, si on veut faire un événement de grande ampleur, il faut que les infrastructures soient conséquentes. À l'époque, il faut savoir que chaque pays sélectionnait le ou les films qu'ils voulaient voir concourir pour représenter leur nation à Venise. Et il en sera de même à Cannes. Par ailleurs, le gouvernement français organisant son propre festival décide de se retirer de la compétition du Festival de Venise. On commence à sentir une petite tension entre les deux. Donc forcément, il fallait faire un choix pour les pays producteurs de films. Vont-ils aller à Venise et à Cannes? Juste à Venise? Juste à Cannes? Comprenez bien que Venise était la superstar des festivals. Et Cannes n'est encore qu'un projet. Et au niveau de l'exposition médiatique, c'est risqué de décliner un événement assurément prestigieux comme Venise pour Cannes. Mais en même temps, participer à un festival organisé par un gouvernement prônant le fascisme, c'est également prendre position. Ouais.
Le premier festival de Cannes devait avoir lieu du 1er au 20 septembre 1939, sous la présidence d'honneur de Louis Lumière, pour rappel un des deux frères inventeurs du cinématographe. Tous les pays producteurs de films sont invités à participer à cette première édition, y compris l'Allemagne et l'Italie, qui, vous l'imaginez, ont décliné l'invitation. Chaque membre du jury devait représenter un pays participant, comme à l'Eurovision, et bien qu'étant une compétition, il était convenu que tous les pays présents seraient honorés d'un grand prix. Une compétition bien conviviale, hein. Tout le monde part avec un prix. Au final, ce seront 9 nations qui seront représentées pour cette première sélection officielle cannoise. Finissant les préparatifs de cette première édition en août 1939, la Seconde Guerre mondiale commence à se profiler. Et le 1er septembre, jour qui devait être l'ouverture du premier festival de Cannes, l'Allemagne envahit la Pologne. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais ce n'est qu'un an après la fin de la guerre, en 1946 donc, que le premier festival de Cannes a pu avoir lieu, du 20 septembre au 5 octobre. 44 films seront présentés en sélection officielle et en compétition. 19 nations seront représentées, et chaque nation repartira avec un grand prix dans un but de célébration et de réunification. Parmi ces nations, il y aura l'Italie, mais pas l'Allemagne. Entre cette première édition et le festival tel qu'on le connaît aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolutions. Je vais essayer de dresser quelques-unes d'entre elles. Tout d'abord, au niveau du calendrier. Jusqu'en 1952, le festival se déroulait entre septembre et octobre. Mais suite à l'émergence de nombreux festivals de cinéma en France et en Europe, le festival s'est décalé en mai. Rappelons-le, le Festival international du film est supposé être une compétition, quoi qu'on pense des prix concernant les œuvres artistiques. Qui dit compétition dit prix et jury. Depuis la seconde édition en 1947, le jury n'était composé quasiment que de personnalités françaises. Et il faudra attendre 1955 pour que le jury devienne international. Retenez bien cette date, 1955, on en reparle un tout petit peu après. Parlons maintenant des prix à Cannes. En 1947, 5 grands prix seront remis. Grand prix de la comédie musicale, grand prix du dessin animé, grand prix du film d'aventure et policier, grand prix du film psychologique et d'amour, et enfin grand prix des films sociaux. C'est comme s'il n'y avait pas une, mais des compétitions en fonction du genre du film. Puis en 1953, sous la présidence de Jean Cocteau, cinéaste et poète, c'est l'éclate. On remet le Grand Prix au Salaire de la peur de Clouzot, qui est trop bien et que vous devez absolument voir. Puis nous avons toute une ribambelle de prix. Prix international du film d'aventure, prix international du film de la bonne humeur, prix international du film de divertissement, prix international du film dramatique, prix international du film légendaire, prix international du film d'explorateur et prix international du film le mieux raconté par l'image. Ai-je précisé que Jean Cocteau était un poète ? Personnellement, remettre des prix à des films en fonction de leur genre, pourquoi pas. Mais il faut avouer qu'en 1953, ils avaient un peu craqué sur le palmarès. 1955, again, l'arrivée de la fameuse Palme d'Or récompensant le meilleur film du festival. Et ce sera le film Marty de Delbert Mann qui recevra en premier cette récompense. Ce film, Marty, recevra également l'Oscar du meilleur film l'année suivante. Pour l'anecdote, l'exploit de recevoir l'Oscar du meilleur film et la Palme d'Or n'est arrivé qu'une seule autre fois, en 2019, pour Parasite de Bong Joon-ho. Et ouais, cette anecdote, vous pouvez la garder pour vos prochains dîners mondains. Dès les premières éditions, les vedettes étaient au rendez-vous. Plus que pour la célébration de l'art cinématographique, les foules se déplaçaient pour apercevoir les stars qui les font rêver de leurs propres yeux. Je ne vais pas vous mentir, moi aussi ça m'a fait quelque chose de croiser Quentin Tarantino, Day One de mon premier festival de Cannes. C'est un petit souvenir à moi. On critique beaucoup le côté paillettes, tapis rouge, montée des marches, mais c'est cet aspect qui a participé à l'exposition du festival. Les films seuls peuvent faire parler et intéresser les plus cinéphiles, mais ce sont les invités qui font la présence du public, mais aussi de la presse. Pas seulement la presse de cinéma, la presse en tout genre. S'il est devenu un des événements les plus suivis au monde, ce n'est pas que pour l'amour du 7e art. Il y a également un côté vitrine, pour la mode, les bijoux, les robes, les costumes, et tout plein de trucs qui personnellement ne m'intéressent pas du tout, mais qui ont toujours fait partie du festival. Je n'émets pas de jugement là-dessus, mais il est bon de s'en rappeler. Car mine de rien, c'est une des constantes immuables du festival, il y aura des célébrités à Cannes. Certaines faisant partie des équipes de films, d'autres des égéries de grandes marques, et d'autres aussi qui sont peut-être là tout simplement parce qu'ils aiment le cinéma. Ça peut arriver. Je risque d'enfoncer des portes ouvertes, mais un festival, ça se monte grâce à des partenaires financiers. Chopard met des fonds dans le festival pour qu'on voit leurs bijoux. D'ailleurs, c'est eux qui ont fait la Palme d'Or.
Ces fonds-là permettent qu'une telle manifestation existe. Comme je vous le disais un peu plus tôt, les premières éditions offraient la sélection des films aux pays producteurs de cinéma. Chaque nation choisissait leur champion. Dans les années 50 et avec en fond la guerre froide, un comité de sélection a été créé. C'était une sorte de censure diplomatique afin d'éviter les tensions entre les nations, supervisée par le ministre français des Affaires étrangères. Ce comité avait le droit de retirer un film de la sélection s'il la jugeait trop sensible. Apparemment, ce comité aurait retiré 11 films au total. Mais en 1956, ce sont 6 films qui sont censurés et qui ne prendront pas le chemin de la sélection officielle. L'année suivante, le droit de retirer un film par le comité de sélection fut annulé afin que le souci de la qualité cinématographique d'un film prenne le pas sur les préoccupations diplomatiques. En 1959, début de la Ve République en France, le ministre des Affaires culturelles est André Malraux. Et il veut apporter quelques changements à Cannes. Déjà, il va participer au montage officiel du premier marché du film, un espace où les professionnels du cinéma international peuvent se rencontrer et collaborer pour faire franchir au film les frontières. Ce marché du film existe encore aujourd'hui et est le plus grand du monde. André Malraux ouvre également le festival Un Nouveau Cinéma, notamment celui de la Nouvelle Vague. Quasiment 10 ans plus tard, en 1968, ces mêmes cinéastes participeront à l'annulation du Festival de Cannes, en soutien aux manifestations étudiantes et ouvrières du fameux Mai 68. Ils déploraient qu'aucun film de la sélection, même les leurs, ne reflétait les combats des étudiants et ouvriers en France. Et comme Cannes était le plus gros événement du monde, il fallait stopper les festivals et parler des problèmes actuels. Laissez-moi vous rappeler la fameuse phrase de Jean-Luc Godard, un peu remontée et qui s'adresse aux journalistes. Je vous parle de solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes des cons! Sacré Jean-Luc. L'année d'après, en 1969, la sélection des films est forcément impactée par les questions de société. C'est ainsi que des films comme Easy Rider de Dennis Hopper, Z de Costa Gavras ou encore If de Lindsay Anderson furent sélectionnés et même récompensés. Cette même année fut créée en parallèle la sélection de la quinzaine des réalisateurs, proposant des films de réalisateurs peu ou pas connus, avec des films venant de tout horizon. Pour une première édition, cette sélection parallèle comprenait 68 films, alors que la sélection officielle avait 26 films en compétition et 6 hors compétition, soit 2 fois moins de films que la quinzaine. À partir de 1969, ce qu'on appelle le Festival de Cannes englobe la sélection officielle, en compétition et hors compétition, la semaine de la critique créée en 1962 et la quinzaine des réalisateurs. En 1969, plus de 100 films ont été proposés au public pendant ces 16 jours de festival. Enfin, pour finir sur la sélection des films, il faudra attendre 1973 pour que le festival soit l'unique décisionnaire sur la sélection des films. Les nations n'enverront plus leur première sélection, seul le festival choisira. Maintenant que nous avons vu plusieurs points de l'histoire de ce festival, j'aimerais vous donner mon avis et mon ressenti. Juste pour préciser, je n'ai pas mis les pieds à Cannes depuis 2010. Le festival est une énorme machine qu'il est difficile d'appréhender car elle est en constante évolution. Le festival est riche en histoire et il a vu passer des milliers de films et d'artistes. Il a permis de faire découvrir des talents et d'en confirmer d'autres. Et quoi qu'on en pense, c'est une institution du cinéma, en France et à l'international. Alors peut-être que le côté smoking et nœud papillon et robe de soirée avec talons hauts est peut-être le vestige d'une époque révolue, mais cela fait partie du cérémonial, du glamour, et ça permet de financer le festival. Donc peut-être que c'est un compromis nécessaire. Donc les stars, les robes et les voitures font partie de l'ensemble. Tout comme les scandales en tout genre que je n'ai pas forcément évoqués, que ce soit pour le palmarès ou les soirées de débauche qui sont liées au festival. Si on revient au cinéma et donc au film, le festival et toutes les sélections qui l'englobent, officielles ou parallèles, est quand même un sacré vivier. Puis il faut savoir que pour la sélection officielle en tout cas, il n'y a que des films inédits, qui n'ont pas déjà été inscrits dans un autre festival international et qui ne peut être sorti que dans leur pays d'origine. Donc il y a une primeur assez exceptionnelle. En 2010, j'ai eu l'occasion de faire l'intégralité du festival, de l'ouverture à la clôture. Et c'est exceptionnel de voir la multitude des films et des choix qui vous sont proposés.
Bien sûr, si vous pouvez rentrer, mais ça, c'est un autre sujet. Par ailleurs, j'entends souvent que ce sont toujours les mêmes auteurs qui sont sélectionnés à Cannes. Mais soyons honnêtes, si le festival ne proposait que des films d'auteurs peu connus, avec des acteurs ou actrices anonymes, le festival aurait peut-être moins d'impact. Et après avoir épluché pas mal d'éditions pour les besoins de cette vidéo, il y a toujours un équilibre entre des films populaires, qui, c'est vrai, sont souvent hors compétition, et des jeunes graines de cinéastes prêtes à fleurir sous le soleil de Cannes. Et je vous invite à vérifier si jamais vous pensez le contraire. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que cette approche historique du Festival de Cannes vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt, le bisou plein de paillettes.